C'est bon, en principe ça marche. Alors en fait j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je voulais insister un petit peu, parce que je sais qu'on vous sollicite souvent, on en parlera pour parler de l'actualité, etc. Moi j'aurais voulu revenir un petit peu justement sur votre dernier ouvrage, le Poésie et pensée, parce que j'ai l'impression que c'est une direction qu'a prise votre travail depuis quelques années, que j'ai plus suivi que d'autres finalement. Mais je voulais commencer quand même par une question d'actualité. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce qu'il s'est passé quelque chose de très steinérien, si j'ose dire. En France, c'est la démission du grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Et je me suis dit, j'ai suivi l'affaire. Bon, c'est formidable. Alors j'ai quand même envie, pourquoi je dis que c'est steinérien, j'aurais voulu savoir, parce que Gilles Bernheim, donc vous savez qu'il a dû démissionner parce qu'il a été accusé d'avoir, à juste titre, d'avoir plagié un certain nombre d'auteurs, plus très connus d'ailleurs. Lyotard avant tout. Lyotard d'abord, donc qui lui est resté très connu, mais d'autres comme Domenach et des Charvet, enfin un certain nombre d'écrivains un peu méconnus. Donc il a dû démissionner. Et je me suis dit, je me suis souvenu, comme je relisais Poésie de la pensée à ce moment-là, je suis tombé sur une phrase qui disait, de façon un peu lapidaire, « Toute écriture est mensonge ». Et je me suis demandé ce que ça vous inspirait, la démission d'un homme qui représente une religion où l'écrit est saint, parce qu'il a menti justement sur l'écrit. Est-ce que, au fond, le mensonge n'est pas l'essence même de l'écriture, au fond, c'est dans un sens un peu déridien. Bon. C'est ce que disait Platon, avec cette pointe acérée que nous trouvons chez lui dans la 7e lettre et dans plusieurs dialogues. Parler permet tout de suite une réponse, une correction, une demande de preuve. Parler, c'est la vérité vivante, la vérité polémique. Écrire, c'est l'emprunt d'une autorité quasi ontologique, symbolique. C'est fixé comme sur la pierre, lithographie, écrire sur la pierre. Et c'est prétendre à une sorte de permanence. Alors il y a toujours le danger de l'intertextuel, c'est un gros mot prétentieux. Ça veut tout simplement dire l'écrit qui répond à l'écrit. Et dans des cultures aussi livresques que le judaïsme, des cultures qui ont évolué avec le texte, la Torah, le Talmud, comme passeport de l'éternité, comme seule vraie citoyenneté. J'ai écrit il y a des années un long essai, Ma patrie, le texte. On nous chasse de pays de langue en langue, mais on a toujours le livre sacré. Dans cette culture-là, cette histoire de plagiat est particulièrement triste, particulièrement symbolique d'une perte de confiance, d'une perte d'intégrité. Cela dit, au moins il semble avoir plagié d'excellents auteurs. Oui, effectivement. Mais quand même, c'est intéressant parce que il y a une sorte d'attitude différenciée dans la culture européenne par rapport au plagiat. Par exemple, en Allemagne, un ministre de la Défense a dû se retirer de ce Gutenberg, qui portait en plus un nom... Il y a le totémisme des diplômes en Allemagne. Oui. En France, vraiment, en France, beaucoup moins. Qui s'appelle docteur de la façon allemande. Pour l'Allemagne, le doctorat a toujours été le billet d'entrée, aussi en politique, en haute finance. Les PDG des banques, les grands industriels sont immensément fiers de ce titre. C'est très beau par certains côtés. C'est l'hommage que paye même le capital à la culture, après tout. Et emprunter un titre auquel on n'a pas droit, ça à peu près dans tous les pays de l'Ouest, dans les pays
où les systèmes universitaires sont en place, je crois que ça poserait les mêmes problèmes. Mais en Allemagne, ça a un double tranchant, parce que l'Allemagne a toujours voulu être la patrie platonicienne de ceux qui gouvernent aussi par leur érudition, par leur contribution philosophique. Mais songez à quel point ce très beau snobisme du transcendant s'étend. M. Staline publie, et publie assez tard, un texte en linguistique théorique qui n'est pas du tout mauvais, mais j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais vous je l'ai lu en traduction, bien sûr, je n'ai pas le russe, mais c'est intéressant et c'est très sérieux. On se dit qu'un homme comme ça, le monstre de l'inhumain qu'il était, M. Enver Hoxha, le tyran, le despote de l'Albanie, traduit en français ses œuvres, je crois, 10 volumes de théorie et d'essais. Nous savons qui les a traduits. Alors, rendez-vous compte, n'est-ce pas? Et dans le mouvement, dans le marxisme messianique et utopique, dans toutes ses nuances, depuis le XIXe siècle jusqu'à maintenant, on sent une certaine pression sur soi. On veut aussi contribuer à la pensée théorique du mouvement. C'est très très différent de certains autres grands mouvements politiques. La gauche a été toujours livresque. C'est la gauche, si vous voulez, c'est la violence dans la bibliothèque. Ce qui est incarné par Marx un peu à la British Liberal. Ben, la dynamite de la gauche, c'est le catalogue de la grande British Museum, n'est-ce pas? Et donc le rôle énorme du judaïsme dans l'histoire du socialisme messianique. Un Ernst Bloch, un Lukács, en nuance, un Habermas très modifié, très démocrate, mais qui doit beaucoup à cette tradition. Et on essaie de montrer qu'on croit à la toute-puissance de la pensée. Et j'y crois, d'ailleurs, à un certain point de vue aussi, elle est plus forte que toute force militaire et industrielle. Il y a ce magnifique petit livre sur la littérature et la révolution de Trotsky qui se termine en invoquant Aristote. C'est que l'humanité aura le privilège d'accéder un jour, tout le monde, au niveau d'Aristote. Mais c'est magnifique. Oui, il y a ça aussi chez Marx, où il dit que dans l'avenir, les gens liront Sophocle au lieu d'aller à l'usine. Marx occupe jusqu'à la fin de sa vie à lutter avec le gigantesque fantôme de Hegel. Et si vous me demandez où est la grande crise française, vous ne me l'avez pas demandé alors. Mais je réponds, c'est le manque de cette utopie de la pensée qui est la gauche. La gauche en France a toujours été la dialectique de l'espoir. Et même lorsqu'elle s'est trompée, c'est une erreur magnifique de croire que l'homme peut devenir Aristote. Si c'est faux, il ne faut pas s'en réjouir. C'est la chute de l'idéal intellectuel et moral marxiste est une grave défaite de l'homme et qui remonte aux lumières, aux espoirs. On va y revenir, oui. Et il y a là un vide maintenant, un vide à la fois du cœur et du cerveau. C'était complexe. Vous n'avez vous-même jamais été marxiste. Oui, mais un personnage, on dit que c'est le siècle de Sartre. Je crois que c'est une hyperbole, mais elle peut se défendre. En tous les cas, un Sartre inconcevable à la fois sans Heidegger et sans Hegel et Marx. Et
ça a donné un rayonnement à la pensée française. Si vous pensez de 1944 et depuis l'être et le néant jusqu'au maître de la pensée actuelle, jusqu'à la mort d'un génie comme Derrida, de Foucault, mais aussi aujourd'hui les prophètes de la pensée, la France, réduite politiquement, militairement, économiquement, Dieu le sait, mais qui domine une grande partie de l'argument de l'Occident, de l'argument des valeurs en Occident. Et à un moment où les littératures, belles lettres, sont peu rayonnantes ou sont certainement affligées de graves doutes envers elles-mêmes, la pensée philosophique, sociologique, épistémologique française continue à avoir une très grande force. Oui, vous pensez ça? Oh, mais vous ne pouvez pas venir à un campus américain sans que le dernier livre de Derrida ou de Bourdieu ou de Badiou soit immédiatement sur la table dans toutes les sciences humaines. Et vous ne diriez pas maintenant que c'est plutôt ceux qu'ils ont influencés aux États-Unis qui représentent, je pense aux cultural studies, c'est etc. un paradoxe. Peut-être est-ce plus vrai aux États-Unis qu'en France même. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Après tout, les contacts sont tellement profonds. Si on pense à la continuité entre Rousseau et Lévi-Strauss, le chaînon ininterrompu de pensée d'anthropologie philosophique. Si on pense, nous avons parlé de cette triste histoire du grand rabbin, c'est pas ça qui est important. C'est un personnage comme Lévinas qui renouvelle, qui au milieu de la catastrophe, renouvelle le souffle talmudique, qui renouvelle cette croyance à la pensée et à la présence de l'autre dans la pensée. Lévinas est l'un de nouveau d'une tradition qui a survécu à l'annihilation, et on pourrait nommer bien des autres. Puisqu'il inspire même quelqu'un comme Judith Butler, qui est pourtant sur Israël est bien loin de ses positions. Tout à fait. Non, ça... Vous l'avez connu, Lévinas, ou vous avez eu l'occasion de le rencontrer? C'est un homme J'avais eu une telle honte devant lui. Il est venu comme examinateur d'une thèse de doctorat que j'ai dirigée. Un très beau livre de David Bannon, La lecture et l'infini. Alors il est venu à Genève et ça a été une soutenance brillante. Et puis après, on dîne ensemble. C'était la très belle coutume. Le candidat nous invite à dîner. Il y avait M. Lévinas, le grand pasteur calviniste de Genève, moi-même. Et sans faire attention avec le candidat, Lévinas et David Bannon se mettent à parler rapidement hébreu. Monsieur le pasteur se joint à la conversation dans un hébreu parfait, parce que calviniste, son éducation faisait de l'hébreu. Et je suis assis là, idiot, sourd-muet, parmi... C'est la seule langue que vous ne parlez pas, finalement. Ne soyez pas méchant. Mais je me suis senti accablé. Alors, il a été charmant et d'une douceur extrême, mais je n'ai pas osé, après, reprendre contact. Je pense qu'il avait beaucoup d'admiration, surtout pour ce qui était français, culture française. Mais je pense qu'il ne faut pas trop hébraïser Lévinas, à mon avis. Est venu un moment dans ma vie, après une confirmation bar mitzvah tout à fait en règle, avec un très grand maître de l'hébreu, je me suis lancé dans le grec et le latin, à souffle perdu. Ce n'est pas une excuse. J'aurais pu revenir à l'hébreu plus tard. Et ça, c'est un grand vide dans toute mon œuvre, et j'en suis conscient. D'autre part, le latin et le grec ont dirigé toute ma conscience, toute ma sensibilité vers les vulgates européennes. D'accord.
D'où la mort de la tragédie, les Antigones, Bien les sûr, d'autres livres. que j'ai eu l'occasion de relire là, dans Mais le Quarto, c'est une mauvaise excuse. Paresse de l'âme. Alors justement dans Poésie de la pensée sourd encore l'inquiétude de l'effacement de la grande littérature, de la grande culture occidentale. Donc ce sentiment a fait quand même école, notamment chez beaucoup d'intellectuels français, ce sentiment qui vient de vous, enfin qui a été porté par vous, aussi peut-être aussi par Alan Bloom, mais qui est un peu plus oublié aujourd'hui. Alors que dites-vous à ceux qui trouvent que vous cédez un peu trop au charme du pessimisme, d'un certain pessimisme culturel, par exemple quand vous dites que Eschyle a presque disparu, vous exagérez quand même, on le traduit. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Florence Dupont, ce nom vous dit peut-être quelque chose, qui en propose une nouvelle traduction, il est représenté sur toutes les scènes théâtrales. Laissez-moi vous répondre lentement et en détail. Premier miracle, vous et moi, on est assis dans cette maison à Cambridge, à parler ensemble. La Shoah, nous en savons de quoi il s'agit. Mais il y a 2 guerres mondiales, bien avant la Shoah. L'Angleterre perd 40 000 hommes le premier matin de la bataille de Passchendaele. 40 000 morts en un matin. Les journaux ne pouvaient pas imprimer les noms, il y avait trop de noms à imprimer. Que l'Europe ait repris une certaine existence, qu'il y ait encore des grands orchestres, des musées, des éditions, c'est un miracle inattendu, et sur lequel je me pose bien des questions. Quel a été le prix de ce miracle? On aurait eu le droit de croire c'en est fichu, c'en est fini. D'autres grandes civilisations se sont éteintes et Valéry prédit que la nôtre va s'éteindre. Il le dit en 1919 dans un texte célèbre. Les civilisations sont mortelles. Il pense à l'Europe, bien sûr. Alors, d'un côté, vous avez parfaitement raison, il faudrait se réjouir tous les jours. C'est un miracle. Bon. D'autre part, les sciences ont pris le haut du pavé. J'ai l'impression, j'ai fait des sciences encore au niveau universitaire à Chicago. Et puis j'ai choisi, ou j'ai espéré vivre parmi les princes de la science, à Princeton, à l'Institut, dans la maison d'Einstein, bien sûr, et puis à Cambridge. Oui, qui est plutôt une université scientifique. J'ai préféré. Ce sont, même si on est médiocre en sciences, dans une bonne équipe, on est sur un tapis roulant qui va vers le haut. Lundi prochain, on saura quelque chose qu'on ne connaît pas encore ce lundi-ci. C'est le vecteur intérieur des sciences et celui de demain. Les progrès scientifiques, les découvertes, l'histoire des mathématiques pures à notre époque est mondiale. Elle peut créer des unions d'esprit. J'étais à Princeton un jour à l'Institut, la porte était ouverte, ça a été pour moi un des moments clés dans ma vie. Je vois 3 ou 4 jeunes mathématiciens, russes, japonais et américains, tous invités par Oppenheimer, travaillant très vite au tableau. Les doigts étaient comme des éclairs, sans pouvoir partager un mot d'une langue en commun. C'était avant la grande victoire de l'anglo-américain. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se parlaient activement, peut-être ironiquement, peut-être humoristiquement, dans ce que Leibniz a été peut-être le premier à dire, c'est la langue universelle de demain, la mathésis. Et ça m'a tellement ému, parce que
apprendre le japonais, apprendre le russe. Énorme effort que je n'ai pas pu faire. Mais là, on n'en avait pas besoin. Le journal pour l'oncologie du cancer de l'université de Hiroshima est publié en anglais, dans la ville de la bombe atomique. Nous avons une langue mondiale maintenant qui est l'espéranto de l'exactitude et qui est celui des mathématiques et des sciences. Et une de mes grandes tristesses, c'est l'écart qui va croissant entre la possibilité de comprendre un peu ce qui se passe dans les sciences exactes et le profane. Ce n'est pas seulement, comme Galilée l'a dit, que la nature parle mathématiques, mais elle parle haute mathématiques maintenant. Et on ne peut plus s'approcher. Oui, comme le faisaient les philosophes, par exemple, du XVIIe siècle, qui étaient des savants et des philosophes. Il y avait encore un Poincaré, un Bergson, oui, qui pouvait faire les deux. Je vous raconte une belle petite histoire, peut-être vous aurez de la place. Le soir où M. Wilde a annoncé la solution du théorème de Fermat, il y avait presque 1000 personnes dans la rue à Cambridge, devant le tout petit labo de maths pure, où pouvaient être assis, je crois, 50. Exactement la scène de la soirée où le Cellini, le Percé, quand il y avait 1000 personnes dans la rue à Plort. Alors après cette ultra célèbre séance, quelques-uns de mes collègues reviennent dîner avec moi au collège. Et je leur dis, ils disent entre eux, il a choisi la plus belle des solutions, the most beautiful. Et pour eux, le mot beau a un sens précis, concret, tout à fait concret. Et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider un tout petit peu? Et ils ne sont pas comme nous, les humanistes, ils sont gentils. Et ils me disent, il faudrait 20 ans de travail préliminaire pour comprendre les fonctions elliptiques. Alors, avec arrogance, je leur dis, oh, ce n'est rien, on n'a pas le droit d'accéder à la Kabbale avant une préparation de 25 ans. Et on a ri ensemble, c'était un moment de pur bonheur. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je suis reconnaissant du fait que dans cette maison, j'ai beaucoup de textes scientifiques et des visites de mes collègues en sciences. Car la poésie des hautes sciences, elle est réelle. La beauté des images, nous le savons. Un univers en expansion explosive. Et quels sont les romanciers, les poètes, les dramaturges qui peuvent nous faire sentir ces moments que nous vivons? C'est un des très grands scissions. Ça s'éloigne de plus en plus. Oui, par exemple, Ezra Pound était un bon mathématicien quand il était à Philadelphie. Mais il était plus doué en sciences qu'en anglais. Descartes, pour Leibniz, pour Platon. Pas de pensée métaphysique sans maths. Et par exemple, quand vous parlez de poésie des mathématiques ou des hautes mathématiques, ça va un petit peu contre l'idée de Husserl qu'il s'est produit une rupture entre les sciences. Et là, c'est dire que je peux dire ça, mais je ne peux pas le pratiquer, je ne peux pas le sentir concrètement. Il y a des moments où certaines questions mathématiques, on peut se les traduire en métaphores. La métaphore est le dernier ressort de l'ignorance aussi. Par exemple, vous mettez sur le tableau les nombres premiers, une série de nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en dessous, vous mettez leur double, 3, 8, 12. Et vous demandez à l'enfant, comment est-ce qu'il peut y avoir autant de chiffres naturels qu'il y a avant d'oublier ce qui est vrai. Et si vous savez introduire cette question avec...
oui, avec amour, je dirais, oui, je vais me rendre ridicule, avec amour, va poindre chez l'enfant la première notion de l'infini. Et on peut la faire croître, sans bluff, sans aucun bluff. Et l'infini est après tout, la possibilité de l'infini est au centre de nos soucis philosophiques et esthétiques. Il y a des synapses nerveuses. Platon disait déjà qu'une métaphore, c'est mettre en rapport deux espaces du cerveau. C'est une magnifique intuition. Et dans nos laboratoires, maintenant, un jour, ou pas maintenant, mais avant trop longtemps, peut-être y aura-t-il une métaphore électronique. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. D'accord, donc au fond, vous êtes tout à fait en ce moment sensible à la poésie de la science, presque plus encore que la et c'est pour ça que écrit dessus. Mon pessimisme est mitigé. D'accord. De ce côté-là, au contraire, je sens une grande exaltation. Et puis vient ce méchant titan, Heidegger. Il s'assoit en face de nous et il me dit, les sciences, c'est tellement trivial, je cite, elles n'ont que des réponses. C'est magnifique et c'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais c'est aussi profondément troublant, car il est exact que elles n'ont pas changé notre condition ultime. Elles ont modifié la mort. La médecine moderne modifie le statut de la mort. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais quand Wittgenstein dit, en fin de compte, les sciences n'ont rien à nous dire sur les dilemmes moraux, éthiques, on voit la force de cette provocation. On avait espéré, par exemple, que la biogénétique, dont c'est ici vraiment la capitale mondiale, pourrait aider à clarifier les grands arguments politiques, sociaux. Non, elle les rend plus obscurs. Jusqu'à maintenant, regardez les ravages du cancer, les maladies infantiles qui reviennent, la faim dans le monde. On dit d'ailleurs que l'espérance de vie recommence à baisser. Mais combien de temps faudra-t-il attendre pour que science et politique aient une collaboration efficace? La science peut aussi, bien sûr, servir le despotisme et l'inhumain. Nous le savons. Mais ils peuvent s'abstenir de la politique avec la bonne excuse que Stockholm les attend ou qu'ils ont mieux à faire. Nous, on ne peut pas. Un humaniste, c'est Aristote de nouveau qui nous le dit, si vous restez à la maison pour ne pas participer à la politique, vous n'avez aucun droit de vous plaindre si les bandits et les voyous vous gouvernent. Paf, c'est tellement vrai. Je me le dis une fois par jour dans le luxe de cette belle bibliothèque. Si on s'abstient, les bandits vont se charger de la tâche. Et ils le font. Mais par exemple, vous y faites allusion aussi dans un de vos écrits à notre modification du rapport à la mort. Là, vous avez l'air de dire que c'est à cause des sciences, mais dans l'écrit en question, vous disiez plutôt que c'était au fond les deux guerres mondiales qui avaient un peu changé notre rapport à la mort. Et je me suis demandé ce que vous pensiez de cette idée de Paul Ricoeur, qui me paraissait assez éclairante, qui disait que les massacres collectifs ont été si terribles au XXe siècle qu'ils nous empêchent même d'appréhender la mort individuelle. C'est-à-dire qu'on n'appréhende plus aujourd'hui la mort qu'à travers la mort collective, la mort en masse, etc. On ne peut pas s'imaginer. C'est un écran supplémentaire. On ne peut pas s'imaginer les chiffres. On ne peut pas concevoir la terrible parole de Staline. Une mort peut être une tragédie, 1 million, c'est une statistique. Et c'est terriblement vrai. D'autre part,
depuis un texte comme La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, qui est après tout moderne, c'est encore à notre époque, il y a des très grands écrits sur la mort individuelle, il y a toute la pensée freudienne sur les relations entre la mort et l'éros. Non, je ne crois pas que nous eussions perdu la possibilité, mais c'est devenu plus difficile. C'est devenu plus difficile. C'est un cas, par exemple, où la science ne nous aide pas, peut-être. Pas encore. Pas encore. Maintenant que je suis tout près de ma fin, je m'agrippe à une boutade. Vous savez, les boutades sont ce qu'il y a de plus profond. Je m'agrippe à une boutade qu'on vient de me citer il y a quelques mois, qui vient des cercles yiddish à Brooklyn. Est-ce qu'il y a un Dieu? Bien sûr, mais pas encore. Et ça me semble d'une profondeur époustouflante. Bien sûr, mais pas encore. Et ce pas encore que nous prédit par exemple Hölderlin, Nietzsche, ça m'apporte une certaine force intérieure. C'est une belle boutade. N'est-ce pas? Pas encore. J'espère que vous aurez le moyen de le citer, parce que c'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment beau. L'autre est une blague qui remonte à Mark Twain. La vie, c'est affreux. Est-ce que vous savez mieux? C'est un peu comme le fameux apophthegme de Churchill sur la démocratie. Oui. Est-ce que vous savez, do you know anything better? C'est très beau. Alors vous, dans ce texte-là de poésie de la pensée, vous montrez que toute pensée est tributaire d'une musique, en quelque sorte, d'une poétique. Alors j'aimerais bien que vous définissiez un peu la vôtre, car vous parlez admirablement de celle de Marx, de celle de Nietzsche, de celle de Celan, etc. Et peut-être pourriez-vous essayer de définir la vôtre, finalement, en affirmant que le Capital ou la phénoménologie de l'esprit sont des œuvres littéraires, d'une certaine manière des romans, c'est pour pousser un petit peu, pas seulement, mais enfin des narrations. Oui. Est-ce que c'est pas une manière subreptice chez vous de dépasser l'opposition entre celui qui écrit la lettre et le facteur, et d'ériger enfin la critique Nicolas, rang de... Nicolas, comment vous répondre? Toute ma vie, j'ai senti qu'il y a un abîme entre le créateur et le meilleur des interprètes, que le commentaire même le plus inspiré est parasitaire comparé au mystère de la création. Parlons un moment de ce mystère, auquel, en dépit de tous espoirs psychologiques, neurologiques, nous ne comprenons rien. Qu'est-ce qui déclenche chez la femme et l'homme, n'oublions pas la femme comme grande créatrice aussi, le déclic de l'absolu? Qu'est-ce qui rend possible que Hamlet ou Falstaff ou Phèdre soient infiniment plus vivants que vous et moi, que nous sommes des pâles fictions comparées à leur... Mais le mot existence n'est pas adéquat. Qu'est-ce que c'est qui peuple le réel par la fiction, par la création? Qu'est-ce qui rend les paysages d'un grand peintre beaucoup plus importants et convaincants qu'une photographie? Et j'admire la photographie. Qu'est-ce qui fait que Lévi-Strauss a 1000 fois raison quand il dit invention de la mélodie, mystère suprême des sciences de l'homme? Mystère suprême des sciences de l'homme. Comment est-ce qu'on invente une mélodie? Qu'est-ce que c'est qu'une mélodie? Que rend possible l'acte de création? Il y a des enfants qui créent des chefs-d'œuvre, un Mozart, par exemple.
Il y a des dessins, il y a des dessins de Paul Klee, tout jeune enfant, qui sont déjà des clés, des merveilleuses clés. Et je me dis, en empruntant au merveilleux film sur Neruda, Il Postino, j'ai eu le privilège immense d'être un facteur, de porter les lettres, c'est pas facile toujours, et de les mettre parfois dans la bonne boîte, ce qui est encore beaucoup plus difficile. Donc j'ai pu introduire nombre d'écrivains importants à un public qui n'en avait rien entendu. J'ai eu presque 30 ans comme principal critique du New Yorker, quand j'ai succédé à Edmund Wilson, le privilège de choisir les livres et de dire « lisez ça, lisez ». Comme Rilke, changez votre vie, nous dit le torse d'Apollon, je dis « lisez ça et ça changera votre vie ». C'est un énorme privilège. Ça m'a tout donné, tout apporté. J'ai moi-même publié des fictions, mais elles sont des arguments d'idées, des dramatisations de pensée. Il leur manque ce mystère de l'innocence de la vraie création. Même H, le transport d'H. Ça, c'est vraiment une œuvre dialectique, politique, philosophique. Je crois qu'il y a des pages qui peut-être tiendront, mais des pages. C'est déjà un énorme privilège d'avoir été facteur. Et ce qui m'a rendu presque toute ma vie un outsider du point de vue du professorat, de l'académie, c'est que mes collègues ne me pardonnent pas. Mon obsession avec cette distinction, avec le parasitaire dans nos vocations de professeur, de critique, d'éditeur. C'est d'où je tire ma citation de Pouchkine, qu'il est très reconnaissant à ses éditeurs, traducteurs, critiques-auteurs, sont les chevaux de poste. Lui a écrit les lettres. Mais oui. Alors, vous ça vous laisse froid, par exemple, ce qu'on appelle l'esthétique de la réception, qui prétend qu'une œuvre est faite aussi par... Je sais d'abord, il ne faut personne. Comme Walter Benjamin nous a dit, un texte peut dormir 500 ans et trouver un lecteur à la fin des 500 ans, et il sera jeune, le texte. Donc déjà, il y a des textes qui ont longtemps dormi, des musiques qui n'ont pas été entendues, des tableaux, Dieu sait. Oui, Vivaldi a été redécouvert. Alors, d'abord, réception, c'est nous qui avons la chance. Qu'est-ce que je n'arrive pas à avaler chez la déconstruction, et on ne l'a pas pardonné en France? C'est le mot prétexte. Pour moi, il n'y a pas de prétexte dans un contexte. Il est là, et il dit « j'attends, j'ai tout le temps. La patience est du côté de l'œuvre. » D'autre part, c'est merveilleux quand une grande œuvre perce et change tout. Vous mettez les enfants devant certains profils de Picasso. J'en ai témoigné moi-même au Rijksmuseum à Amsterdam il y a des longues années. 4 nez, 6 yeux, aucun problème. L'enfant dit à l'autre, mais oui, c'est comme à la TV, elle tourne la tête. Mais oui, aucun problème. Et les gens les plus érudits, les plus affinés qui disaient, c'est de la folie, ça ne pourra jamais durer. Pour l'enfant aujourd'hui, c'est le réalisme même. C'est très compliqué. L'interpénétration. En quoi est-ce que le web, le Internet, le iPod, le Kindle vont-ils changer le statut de l'œuvre? Nous sommes tout au début de cette révolution. Et j'aurais envie d'en comprendre plus. Est-ce qu'il y aura de nouveau une collectivité de la création, comme à certains? L'anonymat, Homère est anonyme, c'est 2 syllabes, ça ne veut rien dire. Nous ne savons rien quasiment de Shakespeare.
Oui. Et là, c'est totalement incompréhensible. Il en sait plus que nous sur tout. C'est ça. Un petit monsieur de Stratford. Maintenant, il est très possible que des œuvres collectives, des œuvres, oui, anonymes comme le sont tellement des moyens électroniques, on ne signe pas l'électronique. C'est l'époque du grand ego, du grand moi, est très brève. Elle vient depuis Beethoven. Beethoven sait qu'il est Beethoven. Je ne crois pas que Shakespeare ait la moindre soupçon d'avoir été Shakespeare. Ou Molière aussi, d'ailleurs. Molière. Mozart, juste à la limite, et Beethoven en plein. Et puis Rimbaud vient, je est un autre, et paf. Alors une certaine époque de l'ego, elle n'a pas été très longue, il n'est pas dit qu'elle durera. Et bien sûr, il y a des essais critiques qui sont des classiques de par leur prose. Le Contre Sainte-Beuve de Proust, on ne voudrait pas qu'il ne soit pas, mais c'est parce qu'il est Proust. Alors il faut être très scrupuleusement modeste devant cette différence. Et je dis aux déconstructeurs, je l'ai dit, nombre maintenant de bibliographie électronique immédiate qui permet un feu d'artifice d'érudition. Les gens n'ont pas lu ces livres-là, mais savent les citer. C'est devenu le mélodrame de nos doctorats. Oui. Nous avons la règle ici, on ne peut pas mettre dans sa bibliographie de thèse une œuvre qu'on ne cite pas. Mais c'est de la blague, parce qu'on trouve la citation chez quelqu'un d'autre. On ne peut pas contrôler à seconde main, à troisième main. Et là, nous revenons à tout ce problème du Talmud, qui est délibérément à troisième main, à quatrième main. Le commentaire sur le commentaire sur le commentaire. Et, mais ce n'est pas là. Je l'ai dit avant, mais permettez-moi de le répéter. Je m'imagine juste, je souligne juste 4 fois, Shakespeare arrivant au dîner, et madame, quand il est en train d'écrire les actes 3 et 4 du Roi Lear, et elle lui dit, ça s'est bien passé, William? Pas trop mal aujourd'hui, mais fatigant, pas trop mal. Je peux juste m'imaginer. Non, je ne peux pas me l'imaginer avec le livre de Job. Oui. Si un être humain a écrit, composé les discours entre Dieu et Job, et rentre à déjeuner, et Madame Job dit, ça s'est bien passé. Pardon, je tombe dans la trop d'idiotie, je ne m'en sors plus. Je n'arrive pas à croire. C'est là que le fondamentaliste, avec un ricanement, dit, ah, vous voyez, je n'arrive pas à m'en sortir. Il y a certains textes, aussi dans les psaumes, aussi dans l'épître aux Romains de saint Paul. J'irai plus loin, il y a certains moments chez Platon où l'idée, prenons le mot sens pascalien, l'idée du mondain, le mot mondain qui est très beau mot, très fort, ne marche plus pour moi. Et de même, l'invention de la mélodie. On dit que ça a été pour plaire à un ténor vaniteux que Verdi a noté sur le dos d'une enveloppe la donna immobile et a dit donnez ça, c'est idiot s'il veut que je... Et le jour après la première, il paraît qu'il n'y avait pas, comment dit-on en français, l'instrument dans la rue, à l'épinette, qu'on tourne avec la manivelle. L'orgue de Barbarie. Il n'y avait pas une orgue de Barbarie en Europe qui ne jouait pas la donna immobile. Comment est-ce qu'on met 10 notes comme ça? Nous n'en savons rien. Et ça pose tant de problèmes intéressants. Des grands romancières femmes,
des très grands poètes, femmes, mais quasiment pas. Et vous pensez par exemple que la science du cerveau pourra un jour nous éclairer là-dessus, parce que c'est assez présent dans vos textes. Pas de dramaturge. Ouais. Vous savez pourquoi? Non. Je vais me gourer. Je vais prendre le risque de dire une idiotie. La femme a conçu l'enfant vivant. Après quoi, la conception d'un être théâtral, fictif, n'est pas du tout, n'a pas la même... je devine. Mais tandis que George Sand, George Eliot, Rahmat, des centaines de grands écrivains. Il n'y a pas de grand dramaturge. Non. Et c'est parce que le dramaturge, c'est la mimétique de Dieu. C'est la mimétique de la fonction trois-dimensionnelle créatrice. J'étais en train de chercher pendant que vous parliez s'il y avait un contre-exemple, mais effectivement, je n'en trouve pas. Non, et c'est ça, c'est frappant. C'est frappant. Parce que depuis Sappho, Dieu sait que nous avons des grands poètes. Oui, bien sûr. Alors, vous soulignez, pour revenir un peu sur la question de la décadence, donc on a évoqué déjà les liens du poème philosophique avec la tyrannie, depuis Platon notamment. Et vous dites, ce n'est pas un hasard si les poètes louent les tyrans, ce qui est une phrase terrible. N'est-ce pas on pense évidemment à Platon avec les tyrans de Sicile, ou plus près de nous Baudelaire avec Joseph de Maistre, enfin bon, avec des nuances. On pense à tout le samizdat. Voilà, tout le samizdat. Alors, est-ce que justement, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'avancée de l'âge démocratique qui explique d'une certaine manière le crépuscule de la tragédie, comme vous l'évoquez à la fin du livre sur la tragédie, ce que vous avez déjà dit très tôt, quoi. C'est possible. L'ambassadeur américain de l'époque vient voir Borges, qui était bibliothécaire à Buenos Aires, à la bibliothèque publique, et lui dit, écoutez, voici votre passeport, vous devez sortir d'ici, les péronistes vont... Ouais. Nous avons la grande chère Eliot Norton pour voir Harvard, que j'ai brièvement moi-même eu l'honneur d'occuper. Borges sourit comme seul un aveugle peut sourire et dit, vous ne comprenez pas, monsieur l'ambassadeur, la torture est la mère de la métaphore. C'est terrible comme mot. C'est terrible. Mais c'est vrai, c'est peut-être vrai, à un certain niveau exagéré. Vous avez le poète, le grand poète, l'écrivain et l'opposant par excellence. Il oppose ce qui pourrait être à ce qui vous avez approché de on les rebattait et on crée la jeune femme des deux étendards. Oui. Et c'est parce qu'il comprenait tellement bien ce problème, et on me le reproche maintenant dans la presse en ces moments, d'où mon rapport profond avec M. Boutan. Parce qu'il comprenait complètement. Et notre conversation sur Antigone et Abraham reste, je crois, valable. Il y a peut-être un lien entre l'inhumain et l'art. Benjamin le disait, toute grande œuvre est ancrée dans une barbarie. Mais c'est merveilleux de ne pas comprendre. C'est ce qui me fait vivre tous les jours. Que les questions restent de plus en plus importantes et urgentes, et mes moyens de réponse de plus en plus inadéquats. C'est tout à fait... C'est l'oxygène de l'être que de poser des questions. Et le cas le plus frappant, peut-être vous l'avez connu, malheureusement il a été découvert assez tardivement, c'est celui peut-être de Joos. Heinz Joos, qui était le spécialiste de Rabelais, l'un des maîtres à penser de l'école de Constance, dont on s'est aperçu qu'il était, ce qu'on savait dans son cercle, qu'un ancien SS. C'est comment est-ce que, assis sur ce bahut, toujours plein de whisky, Köstler
me disait c'est très simple, il y a deux cerveaux. Un cerveau animal, carnassier, sadique, primitif, un tout petit début de cerveau moral. L'épithalame que Descartes. Eh bien, c'est de la blague. Il n'y en a pas, hélas. Ça nous résoudrait tous les problèmes. Je n'ai jamais trouvé une réponse convaincante. Et je ne crois pas que je voudrais mener ma vie sans Wagner, pardon, sans Tristan, sans certains moments dans Parzival et acte 2. Non. Mais, comme méchanceté humaine, et vous savez combien j'ai travaillé sans illusion sur Heidegger. Oui, oui, bien et sûr. J'ai eu une seule merveilleuse explication. Un jour, Gadamer, dont les mains étaient gigantesques, qui pouvaient vous mettre les mains sur les épaules, et on disparaissait, dit Steiner, pourquoi est-ce que tu te tourmentes tellement? Martin était le plus grand des penseurs, le plus mesquin des hommes. Un point c'est tout pour Gadamer, a tranché la question. Je n'arrive pas. Oui, il reste un mystère. Oh, très grand pour moi, très grand. Et on le retrouve dans les correspondances avec sa femme, qui a été publiée récemment. Oui. Enfin, dans ce qui la famille a laissé percer, cette espèce de mélange de médiocrité et de... Il reste en nous un très grand mystère. Et j'en suis reconnaissant. Et je trouve c'est une indécence que la chasse aux réponses dans le domaine des sciences humaines, de la morale, de la métaphysique. Me dire qu'on en sait plus qu'Aristote, c'est une absurdité pour moi. On le sait différemment. Nos ignorances sont différentes des siennes. Mais vous ne diriez pas ça pour la partie scientifique de l'œuvre d'Aristote? Non. Un enfant peut résoudre des équations dont Euclide n'aurait pas. Non. On est... Oui, l'enfant maintenant connaît un monde qui était fermé à Gauss, à Euler, à Galilée, à Léonard. Non. Mais le monde d'Échille et d'Homère est beaucoup plus grand que nous, individuellement. Alors, autre question, vous aimez égratigner les certitudes contemporaines. Par exemple, vous dites des choses sans doute délibérément provocantes, notamment dans votre livre. Quel théorème nous est venu d'Afrique? Je pose là la question aussi. Oui, bien sûr. Existe-t-il, et si vous aimez citer, vous affectez de citer, à juste titre d'ailleurs, je vous taquine un peu, de citer des auteurs dont vous savez pertinemment qu'ils sont plus lus, comme Paul Bourget. Peut-être c'est aussi une façon de les faire relire, mais enfin, il y a beaucoup de travail à faire. J'attends qu'après 3000 ans, 4000 ans, un grand théorème nous vienne du troisième monde. Et si vous me demandez quel est maintenant... Mais c'est ce qui m'intéressait. Pardon, je voulais juste finir ma question. C'est de ma faute, mes questions sont trop longues. Qu'est-ce qui fait finalement oublier certaines œuvres au sens quasi heideggerien de l'oubli Non, ça va comme ça. Ce sont des courbes asymptotiques, elles reviennent. Pas du tout. Il y avait un moment, pas tellement bref, aux ventes aux enchères, qui sont toujours intéressantes. Rosa Bonheur gagnait des sommes, des prix qui dépassaient infiniment Cézanne, mais de loin. En ce moment, on n'arrive pas à vendre Madame Bonheur, c'est un nom merveilleux, Rosa Bonheur. C'est la vengeance du destin, un tel nom. Mais non, les modes changent. Regardez le lancement de Vivaldi, qui est maintenant le tapis sonore du quotidien. Oui. Mais quand il a été lancé, il n'y avait pas un enregistrement. On ne trouvait pas une partition. C'est Ezra Pound d'ailleurs et Olga Mais Hodge qui ont... dans chaque domaine, les choses reviennent.
Il y a, je crois, des forces tellement grandes qu'elles ne connaissent pas le purgatoire. À la fin de sa vie, M. Sartre, qui n'était pas très généreux en compliments, a dit à un de ses idolâtreurs, « Taisez-vous, il n'y a qu'un seul de nous qui va durer. » Céline. Un seul de nous qui va... Moi, je dirais Proust et Céline ont divisé la langue française dans de nouveaux domaines. Songez à l'horreur de cet homme, songez à Bagatelle Blanc, à Sacre au drap. Oui, bien sûr. Mais songez au génie absolu pour moi aussi des derniers romans. La scène, et je n'exagère pas, la scène où, en Cologne en flammes, il chasse, il court après Bébert, le chat. Dans un château l'autre. Oui. C'est shakespearien. Il y a du Shakespeare en Céline, comme il y a beaucoup de Dante en Proust. Et il y a des valeurs qui ne craignent pas l'éclipse temporaire. Mais autrement, ça baisse, ça remonte. Le goût est une chose immensément compliquée qui peut aussi se manipuler. Il y a un snobisme infini en ce moment de jouer au populisme, de prétendre que le rock, le heavy metal soit un délice, sans le sentir vraiment. Et non, ça fait partie. Et la France est très susceptible, beaucoup plus que l'Angleterre, de mode subite. Modish, on dit ici. La mode est ici un péjoratif. Pas d'enfant. C'est très intéressant. Oui, en France, il y a une injonction d'être... On joue avec, on a une telle peur d'être jugé, d'être mal vu. Être mal vu. Être mal vu, c'est le début de la clarté. Alors vous excellez dans ça. Comment conciliez-vous l'attrait que vous avez, donc on en a un peu parlé pour Heidegger, ça on en a parlé, avec quelque chose qui est moins connu, en tout cas en France, dans votre travail, votre intérêt pour l'école de Francfort, ou pour des gens comme Lukács, etc. Est-ce que parce que, au fond, finalement, ce sont des références plus consensuelles qu'Heidegger, mais dites-moi l'importance qu'elle a pour votre œuvre. Est-ce que vous pouvez un peu en parler, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez, de Benjamin, vous l'avez dit, mais de gens de l'école de Francfort peut-être moins connus, comme Löwenthal, qui était au fond le critique littéraire de la bande, si j'ose dire, ou Krakauer, sur lequel on reviendra. Ce sont des gens qui ont créé des œuvres de la première force, où le judaïsme, le marxisme, Kierkegaard se rencontrent avec le film, avec la radio, avec toute la technologie moderne. C'était des gens diablement intelligents, fort désagréables peut-être, mais très intelligents, et qui ont ramené en Europe une énergie intellectuelle au moment même où elle était en cendres, où elle était à la lisière de l'extinction intellectuelle. C'est miraculeux ce retour aussi. Pas en science. Les scientifiques ne sont pas revenus. Songez à l'énorme différence. Oui. Un Einstein meurt à Princeton. C'est très différent. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Lukács nombre de fois. Oui, c'est... La dernière fois que je l'ai vu, j'avais mon billet d'avion en poche. Il était, comment dit-on en français, house arrest, quand on doit rester à la maison. Il était assigné à résidence. Assigné à résidence. Après 56. Et j'avais mon billet, et je le vois, et je commence à pleurnicher. Et il me dit, warum winseln Sie? Winseln, c'est le mot pleurnicher, mais le plus bas. Et je lui ai dit, ne m'en voulez pas, Herr Professor, Herr Ordinarius. Il fallait l'appeler Herr Ordinarius, ce qui est merveilleux. Herr Ordinarius,
j'ai mon billet, je serai à Paris ce soir et vous n'avez rien compris, rien. Dans cette chaise où vous êtes assis, dans une heure va venir Kadar, le Premier ministre. Nous travaillons ensemble la théorie du droit de Hegel. Vous n'avez rien compris. Et effectivement, je n'avais rien compris. Assigné à résidence, en danger, mais travaillant Hegel avec Kadar. Oui, oui, incroyable. Mais c'est important. Et à peu près la dernière chose que j'ai de lui dans une petite note, essayer de zu verstehen, de comprendre que le pire du communisme, et il savait ce que c'est que le goulag, est infiniment préférable à ce qu'il y a de mieux dans le libéralisme capital. C'est une des dernières choses que lui. Ah oui. Il est mort convaincu de ça. Et c'était pas du tout de l'hypocrisie. C'était, écoutez. Comme on enterre Madame Thatcher, nous avons déjà beaucoup trop pour vous. Mais permettez-moi une réflexion encore. Quelqu'un qui vit sa passion, j'ai un respect énorme. Vivre sa passion. Et la France en était débordée. Les marxistes de salon, les communistes du 16e arrondissement, qui n'auraient jamais mis le pied en Russie, les sionistes de salon et de restaurant, qui n'auraient jamais mis un pied en Israël. Ça me remplit de dédain. Si on vit sa passion comme Lukács a vu son siècle, et comment, ça m'inspire beaucoup de respect. Mais c'est très dangereux. Alors qu'est-ce que j'ai à dire devant un nazi convaincu? Et je n'ai pas une bonne réponse, mais je soupçonne que j'essaierai de comprendre, tandis que pour celui qui joue à une croyance, joue à une passion. Et toujours j'ai dit à mes élèves, bon Dieu, j'en ai partout au monde maintenant, qui ont leur chair à eux, c'est la grande récompense. Si vous avez une passion dévorante, l'étude des bronzes chinois, des pots de chambre chinois de la période Ming, vous avez une chance énorme. Ne négociez jamais une passion. Ne négociez jamais une passion. Vivez-la, quel que soit le ridicule ou les sacrifices matériels. Ce qui est terrible, c'est le vide. C'est de ne rien connaître qui soit plus grand que soi-même, qui sera outre-tombe pour soi-même, et d'espérer pouvoir contribuer toute petite marque sur le mur de l'éternité, toute petite inscription, petit graffiti d'une passion. Alors on a une chance folle. Et alors on ne peut pas vous détruire, on peut vous tuer, vous réduire l'esclavage, tout, mais finalement on ne peut pas vous détruire, c'est ce qui reste en vous. Et ce qui m'effraie, j'ai tant de jeunes maintenant, nous sommes en train de produire une apathie, une akidia, le grand mot médiéval, akédia, l'akédie, c'est sur laquelle Dante et saint Thomas d'Aquin disent des choses formidables. Et alors, ça c'est ça qui fait peur. Le jour où on se croit être intéressant, tandis que vraiment les pots de chambre de période Ming sont plus intéressants. Et quelle chance on a. Le philatel qui collectionne des timbres, mais c'est une chance. Ceux qui voudraient tuer pour un timbre, j'en connais. Hubert Beuve-Méry était comme ça. Mais voilà. C'est merveilleux. Vous n'êtes pas fatigué? J'ai encore quelques questions. Mais je vous en prie, mais vous avez. Non, mais bien sûr, j'ai déjà beaucoup. Faire un petit livre. Oui, tout à fait. Mais simplement, j'ai l'intention, figurez-vous, de publier sur le net aussi peut-être notre entretien, en le montant un petit peu. Donc c'est pour ça que j'en prends beaucoup. Alors, j'en arrive à ma 7e question. Je suis pas. Il y a une distinction qui est fameuse en Allemagne, mais moins utilisée en France, moins connue, entre la littérature ernst, sérieuse, pardon pour la traduction, et la Unterhaltung. Mais c'est pas très connu en France, bizarrement, c'est intéressant. Parce que la ligne est floue.
parce que la ligne est floue. Mais vous qui tenez quand même à la hiérarchie des genres, on le sent. Je plaide coupable. Je n'ai pas compris, par exemple, que le cinéma serait la forme peut-être la plus importante dans l'esthétique moderne. Avec un père qui était un grand classique et de la vieille école, avec mon lycée et mes études universitaires très traditionnelles, j'ai manqué le coche sur la télévision et le film, par exemple. Je n'ai pas compris en quoi les Beatles seraient une révolution mondiale. Et ils le sont. Ils le sont. Je n'ai pas écrit ce que j'aurais voulu faire sur le mystère du best-seller. Et c'est un mystère. Des enfants esquimaux attendent toute la nuit pour acheter Harry Potter, Oui, on comprend. qui est un roman ultra anglais, ultra ancré dans le vocabulaire et la syntaxe du public school boy anglais, et qui est mondial. Et elle, Madame Rawlings, a la modestie de dire elle ne comprend pas. Elle n'a jamais... Il paraît que elle a dépassé 700 millions de livres sterling qu'elle a gagnés. Tolkien, mes enfants ont adoré Tolkien. Et là, je vois le lien avec les grandes sagas. Mais il y a quelque chose d'autre. Mes enfants me disent, c'est la science-fiction que tu ne comprends pas. Il faut comprendre. On dit en français SF, n'est-ce pas? Oui. C'est l'élément SF au centre du mythe arthurien. Oh non, j'ai été aveugle pour beaucoup de choses. Ah non, je ne dis pas que vous avez été aveugle, mais par exemple, justement, j'y pensais à cause de l'école de Francfort, parce que s'il y a un apport de gens comme Krakauer, on parlait du cinéma. Oui, mais Adorno. Alors c'est justement. Adorno, je suis pas connu. Quand Adorno lui croyait à la déclare hiérarchie des gens. que le jazz, ça ne vaut absolument rien. Non, pardon. Quand j'étais étudiant à Chicago, j'ai entendu déjà les grands virtuoses du jazz et j'ai beaucoup aimé. Après, le metal, le heavy rock, ça ne va plus. Comme l'art constructiviste, les 4 pierres par terre, et un morceau de toile pendu à un clou, non. Mais écoutez, on a un calendrier très intéressant en soi-même. Et à un certain moment, vient décembre en soi-même. On ne peut pas tout aimer, tout comprendre. Bien sûr. Mais est-ce que c'est parce que justement on parlait d'Adorno, est-ce que c'est parce que justement lui avait fréquenté un grand génie de la musique qui était Berg, ce qui n'était pas le cas de ses amis, même pas de Benjamin, qui a bien fréquenté Brecht, mais qui n'était pas... Mais pour moi, Berg, Schoenberg, Weber, mais aussi Boulez, que j'ai eu le privilège de rencontrer nombre de fois. En musique, ça va. En musique électronique, j'arrive à suivre. Ou du moins, je sais ce qu'ils veulent me dire. Pas dans l'art conceptuel. Ça ne va pas du tout. Mais je me tais, là, il ne faut pas essayer de bluffer. C'est ça qui me décourage dans la sociologie esthétique française. Le côté, je comprends et j'adore ça. Mais ce n'est pas vrai. Même l'oreille se modifie. Notre tolérance envers le bruit se modifie. On a son calendrier neurophysiologique et il faut le respecter. Absolument. Alors voilà, maintenant j'en viens à... Je l'évoquais en commençant, j'ai constaté que depuis, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parmi les livres de vous que j'ai lus, le petit volume que vous avez publié quelques années, 10 raisons sur la tristesse de penser. Et puis, vous revenez sur ce thème il vient de paraître en japonais. Ah bon? Et ils comprennent parfaitement. On m'écrit, mais oui, nous savons ça. Non, pardon. Non, mais je vous en prie, on sent d'ailleurs un peu l'influence de Schelling sur votre travail. Et puis,
J'avais envie de vous poser deux questions. D'abord, pourquoi la question de la musique, de la pensée, de cette pensée vous préoccupe, alors, en vous intéressant plutôt à la musique qu'à son contenu, même si la distinction est artificielle, finalement, c'est ce que vous établissez. Mais vous dites que vous avez une phrase très, très saisissante. Vous dites qu'il se pourrait qu'elle soit une erreur dans l'univers, la pensée, qu'elle soit une anticipation de la mort, enfin qu'au fond elle soit quelque sorte le vide, ce vide mallarméen qu'a réussi à exprimer Mallarmé par sa poésie. Alors, en quoi, par exemple, votre conception de la pensée se distingue, votre intérêt pour la pensée, même la dynamique de la pensée se distingue de celle d'Arène? Pourquoi ça vous intéresse et en quoi ça a évolué? Parce que entre le livre sur la tristesse de la pensée et la poésie de la pensée, il y a évidemment une évolution. Oui. C'est moins triste, on va dire. J'ai depuis longtemps l'intuition, elle n'est pas originale du tout, que l'analytique au sens large. C'est votre travail le plus philosophique finalement. Que l'analyse tue son objet, mais c'est tellement l'ont dit avant moi, que le grand diagnosticien s'occupe d'un cadavre. L'intuition du créateur est tout autre. Ça fait partie de ce qu'on a discuté avant, le parasitisme. La pensée, mais je crois aussi qu'il y a eu 3 langues pour l'être humain, pour les mathématiques, la musique et notre langue qu'on appelle naturelle, natural language, avec tout ce qu'elle comporte. Et qu'à certains moments, ils se rejoignent presque. Dans le grand penseur, il y a une cadence, un rythme. Même en lisant des textes philosophiques très techniques, je ferme les yeux et je me les dis à haute voix. Ça aide énormément. La musicologie du Tractatus de Wittgenstein est une chose fantastique. Vous avez des canons en revers, des fugues. Vous avez des premiers sujets, des deuxièmes sujets en forme de sonate. C'est pas mal. Et ce très beau mot de Wittgenstein, j'aurais dû écrire ça en vers. Mais oui. Comme Lucrèce. Mais oui. Et comment se peut-il que la musique signifie tout et ne veut rien dire, n'est-ce pas? It's nonsense, mais signifie tout. Et ce mystère de la communication totale de ceux qui ne se laissent pas exprimer d'une autre façon. Mais c'est vrai aussi des hautes mathématiques. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, je crois, de beaucoup de poésie et de philosophie. Et avoir vécu à l'époque de Wittgenstein, Cambridge était encore saturé, Heidegger et Celan, c'est avoir eu beaucoup de chance. Et donc c'est ce qui vous conduit à vous intéresser à la pensée en soi. Enfin, oui, parce qu'elle est tellement autonome, ses énergies sont imprévisibles. Et puis, avec le grand cauchemar à mon âge de l'Alzheimer, tout autour de nous, mais Lady Thatcher, vous le savez. Oui, bien sûr. Je pense tellement en ce moment. Mais tous les matins, dans ce petit pavillon, tous les matins, je fais des exercices de mémoire et je prends un volume, quel qu'il soit sur mes rayons, je prends un paragraphe et je le traduis entre mes 4 langues. Tous les jours. Parce que la pensée est un muscle. Et elle peut être paralysée, elle peut se fatiguer, nous le savons. Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas de problème à vous référer à la neurologie, à la... Non, j'essaie de suivre les débats. Là, j'ai une chance immense nouveau. Au dîner, au collège, il y a les plus grands neurophysiologues, avec les Allemands et les Américains, et qui sont toujours, je vous jure, gentils.
ils essayent de comprendre pourquoi je ne comprends pas. Et ils font des dessins, ils aident. Une de mes expériences les plus humiliantes, un Nobel de mes collègues immédiats, un soir me dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un livre, je ne comprends pas les seules pages. C'était Lacan. Ah oui. Et j'ai eu honte. Parce que c'était pas une question fictive, c'était d'une honnête et sincère question. Ah, vous avez écrit sur la difficulté. Hein, c'est terrible d'entendre ça. Mais parmi j'ai remarqué que dans Poésie de la pensée, vous dites une chose très belle, que la poésie seule peut réaliser l'a priori de la philosophie, c'est-à-dire quand la connaissance n'est pas encore savoir, ce qui est très heideggerien finalement, ça c'est une partie où l'on retrouve, mais que vous attribuez plutôt, alors je ne sais pas si c'est par coquetterie ou pour un peu vous tirer des ornières de la polémique avec Heidegger, à Paul Valéry et Alain. Est-ce que vous pensez que c'est des auteurs qui sont un peu sous-estimés aujourd'hui, qu'on ne lit pas assez? Oui, écoutez, Alain, il y a 5 volumes en Pléiade ouais. que vous pouvez trouver à des prix ridiculement réduits dans les boîtes sur les quais. On ne lit pas Alain en France, ou très peu. C'est vrai, il est un peu méprisé, on va dire. Et c'était le mystère de l'enseignement sur lequel j'ai écrit mon petit livre Maîtres et disciples. Oui, Maîtres et disciples. Tourne autour de ma pensée sur Alain. Et j'ai eu des grands professeurs moi-même. Oui, Alain a produit Simone Veil ou des gens comme ça. Mais même Paul Valéry est un peu oublié. Tout enfin, en gardant une distance. Oui. Mais les déjeuners entre les deux, quand ils déjeunaient ensemble assez souvent, chez un merveilleux restaurant sur les quais, la Périgordine. Oui. Et c'est là qu'ils ont discuté du commentaire d'Alain sur la Jeune Parc. Oui. Vos pages sur Valéry sont extraordinaires, je dois dire, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais qui est malheureusement très négligé aujourd'hui. Les cahiers reprennent maintenant, il y a beaucoup d'intérêt. Oui, peut-être, c'est vrai. Donc Marx, j'y reviens pas, on en a parlé. Donc on a vu l'évolution de votre travail sur la pensée. Est-ce que votre conception de la tragédie, qui était assez crépusculaire déjà, aussi bien dans les Antigones j'aurais dû comprendre Beckett. J'ai raté le coche là aussi. Ah, vous en parlez Depuis, mais au moment de ce livre. Oui. Mais je tiens à ma thèse principale. Nous n'avons plus les grandes tragédies au sens traditionnel du mot, au sens grec, shakespearien, racinien, cornélien. Nous l'avons encore dans le partage de midi. Oui, c'est ce que vous écrivez. Nous l'avons par moments chez Monterland. La fin du maître de Santiago, quand il prend son grand manteau dans la neige et enveloppe sa fille, son enfant. Ça, c'est la très grande tragédie. Pas un monsieur très agréable non plus, par là. Mais quel souffle. Ça peut encore. Mais tellement, il y a pour lesquels la tragédie, comme a dit Huxley, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que, et ça je l'ai dit, tandis que Agamemnon est en train de saigner à mort, les domestiques dans la maison à côté font leur noces, n'est-ce pas? It is never only one thing, dit Huxley. Si, dans Racine. Si vous me dites, est-ce qu'il y a un texte pour vous, un dernier texte, celui que vous voulez avoir avec vous, je ne parle pas de Job, ça serait Bérénice. Parce que la fin de Bérénice... Oui, c'est sublime. C'est le sublime. Ça définit la faillite de l'homme. Que le plus grand amour est impuissant. Nous ne voulons pas l'admettre. Et
bonheur que ce petit mot adieu contient Dieu. On l'oublie. Mais je vous remercie, ça a été beaucoup trop. Ah, j'ai encore quelques questions. Une dernière. Alors, une dernière, si j'ai droit. Écoutez, je vais vous poser deux questions, quand même. Deux dernières questions, vous pouvez répondre brièvement. On sait qu'on n'a pas abordé la question, mais on sait que vous avez été souvent sévère sur Israël, sur sa politique, etc., à cause de la torture. On en avait même parlé dans la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Mais aussi, est-ce que c'est aussi parce que, peut-être à la différence de Simone, enfin du christianisme ou de Simone Veil, vous ne faites pas de l'enracinement une vertu? Est-ce que ça a évolué un peu votre regard sur Israël ou au contraire? Non, le drame. Comme vous, comme tout le monde, je vis d'après certaines paroles, mots d'ordre qui organisent ma vie. Pour moi, c'est le Baal Shem, le chef des Hassides. La vérité doit être toujours en exil. Je vis d'après ce commandement. C'est celui qui commande à ma vie. La vérité doit être toujours en exil. Si quelqu'un est d'accord avec moi, je m'inquiète. Je me dis, est-ce que je raconte des bêtises? Donc je ne peux pas m'aider, c'est ma mauvaise nature. Et je crois que j'ai des jambes, tandis qu'un arbre a des racines. Donc l'arbre peut être détruit, inclus. Si vous me posez la question, et là c'est une question même qu'on ne devrait pas se poser, qui est tabou. Mettons qu'Israël sombre, mettons. Des gens que je respecte infiniment disent alors c'est fini du juif, aussi dans la diaspora. Ils ne pourraient pas survivre ce choc. Je soupçonne que ce n'est pas fini, qu'on se mettrait en route de nouveau. Mais ça m'attire des grandes haines. Et je les comprends. Parce que peut-être mes enfants devront-ils trouver un asile en Israël. C'est très concevable. Je déteste tout nationalisme. Je déteste tout mystère, Blut und Boden, paresse et la pensée teutonique. Non, on prend sa petite valisette, on dit merci, et on se met en route. Le monde est partout passionnant. Un jour vient un coup de téléphone de Genève, la chaire de littérature comparée, la première en Europe, celle de Sismondi. Je ne savais rien de ce monde-là. 25 ans passionnant, avec jusqu'à 12 langues autour de ma table de doctorant. J'en savais rien. Mais c'est merveilleux de connaître les hommes. C'est merveilleux. Tselan, un grand poème, c'est un serment de main, c'est serrer la main. Et Lévinas, l'étranger, l'autre, qui est nous. Non. Laissez-moi vous montrer. Vous voulez encore une question? Je voulais savoir si, oui, dernière question, mais qui est un peu dans ça c'est vraiment la dernière, première. Vous êtes par définition un Européen. Est-ce que ça vous inquiète pas un peu l'affaiblissement de la volonté, du désir d'Europe? Beaucoup. Nous sommes dans un déclin rapide à l'instant, mais on se trompe. Toute prophétie est lue dans le rétroviseur. Toute prophétie, c'est le rétroviseur qu'on regarde. Par exemple, il y a plus de concerts symphoniques en Europe maintenant que dans toute l'histoire du monde. Oui. Plus de musées. Il y a 300 000 livres ont été publiés l'année dernière, à la fois. 300 000 livres, au moment où on me raconte que le livre est mort. On se trompe certainement. Mais pour l'instant, nous perdons, grâce à des folies économiques, une génération. Tout autour des maisons ici, les plus gâtées, les jeunes sont revenus habiter chez leurs parents. Trouvent rien. Et ça, c'est très, très grave. Car même s'ils trouveront un jour,
on aura coupé leur lien avec eux-mêmes. Ça m'inquiète énormément. Moi qui suis avant tout probablement professeur, qu'est-ce que je peux dire? Je leur ai toujours dit, ayez 3 ou 4 ans de bonheur, même si après ça ne marche pas. Et c'est pas cynique, c'est sincère. Mais ça ne leur apporte très peu de confort. Non, nous portons une responsabilité terrible pour penser. Il y a une maladie des os qui s'appelle rickets, quand les os, maladie de malnutrition. Très grand essai de Dickens, heureusement, c'est aboli pour toujours. À Hull, à Sheffield, dans le nord-est de l'Angleterre, les rickets sont revenus. Oui, c'est effectivement un monde... Dickens ne voudrait pas nous croire. Merci beaucoup. Merci à vous, je veux vous montrer, je ne vous laisse pas partir de la maison sans vous montrer les lards et pénates de cette maison. L'objet sacré qu'elle renferme. Ce sont 2 objets. 2 qui définissent la maison. Le jour du mariage de mon père, avec des fleurs. Ah. Formidable. Vous vous rendez compte? Et ce géant des géants qui a tout fait pour se faire appeler professeur. Oui. Et ça, c'est l'autre talisman de la maison. Il n'y a que 3 livres au monde qui ont survécu de cette bibliothèque. Incroyable. Ça, c'est l'écriture de Kafka. Et quand j'ai montré ça un jour à un grand psychologue, il a dit pas une personne entre 20 millions ne met un point derrière son nom. Oui, c'est vrai. Incroyable. Même dans le livre de Saül Friedlander, il ne le remarque pas, ça. Vous l'avez trouvé où, ce livre? Pardon? Où est-ce que vous l'avez trouvé, ce... Ah, merci de me le demander. Je suis un doctorant. Donc, l'animal le plus bas de l'échelle. On m'invite, c'était en pleine guerre froide.